Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présents. Nous sommes accueillis par Bearing Point, Michel Danis, Colliers, pour ce webinaire sur le patrimoine immobilier public où nous essaierons de voir s'il connaît une révolution ou si on assiste plutôt à une évolution. Mais je laisse d'abord Clément qui nous invite ici chez Bearing Point se présenter. Bonjour à tous, très heureux d'être là avec vous et merci beaucoup de vous rendre présent ce matin. Je suis Clément Boissé, je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Bearing Point. J'ai la responsabilité de nos activités de conseil en immobilier. On accompagne depuis une quinzaine d'années maintenant nos clients, grands utilisateurs publics pour à peu près 2/3 de notre activité, mais également privés et professionnels du secteur immobilier, foncières, promoteurs et bailleurs sociaux, dans leurs problématiques de pilotage de la performance et d'accompagnement des grands projets de transformation. Michel, est-ce que tu veux peut-être dire un mot sur Colliers ? Oui. Michel Danis, donc Colliers est un cabinet de conseil en immobilier qui accompagne à la fois les investisseurs, les utilisateurs et le secteur public pour près d'1/3 de notre activité, à la fois dans les problématiques d'aménagement, de réflexion sur les modes de travail, de stratégie immobilière et tout ce qui a trait aussi à la transaction. Nous sommes heureux aussi d'accueillir nos grands témoins. Donc d'une part, Bernadette Moroni. Bernadette, vous êtes secrétaire générale d'Uniformation. Donc Uniformation, opérateur de compétences et de la cohésion sociale. L'activité principale, c'est accompagner, financer, conseiller les entreprises dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous avez aussi une offre de services pour les entreprises en complément pour la réglementation. À noter, et ça on l'a bien vu quand on a travaillé avec vous, qu'Uniformation est un organisme paritaire et donc les décisions concernant le patrimoine immobilier sont prises par un conseil d'administration sur proposition du bureau et de la présidence. Pour votre part, et nous vous remercions d'être là malgré votre emploi du temps très très chargé, puisque vous êtes secrétaire général, membre du comité exécutif, sous la direction de votre directeur général, M. Philippe, et à ce titre, et là la liste est longue, vous assurez la coordination et le pilotage des services de ressources humaines. Ça tombe bien, c'est un des thèmes qu'on développera, donc l'administration du personnel, le développement, l'accompagnement des parcours, le plan de développement, le dialogue social, très important, on en reparlera aussi. Vous assurez aussi la logistique, avec donc à ce titre-là les moyens matériels, y compris l'immobilier, mais aussi, la liste n'est pas finie, le contrôle interne, l'audit, la qualité de service et les achats et la commande publique. Ça ne finit pas. Merci beaucoup d'être là et de témoigner du coup de ce que vous avez pu faire pour l'immobilier. À mon tour de présenter. Merci. Bonjour à tous. Pardon, à mon tour, merci Bernadette d'être là. À mon tour, Vincent, de vous présenter. Vincent Lefebvre, que nous connaissons bien, avec qui nous avons beaucoup travaillé au cabinet. Et merci beaucoup de nous faire l'amitié de venir témoigner ce matin. Vincent, vous êtes directeur des études de la programmation et du patrimoine au sein du département des Bouches-du-Rhône. Vous disposez d'une très solide expérience en matière de gestion et de transformation de l'immobilier public et vous pilotez aujourd'hui la stratégie patrimoniale du département avec une attention particulière que vous portez à l'innovation, à la transition écologique et à l'optimisation des ressources, autant de thèmes que nous aurons l'occasion de parcourir ensemble. Donc vous travaillez en direct avec la direction générale et aussi avec les élus, et on aura l'occasion de revenir sur l'importance d'une bonne gouvernance de l'immobilier, notamment dans les institutions et les organisations publiques. Mais bien sûr, au quotidien, vous coordonnez également les équipes en charge de la gestion, de la valorisation et de la transformation du patrimoine. J'ajoute peut-être un petit mot sur le département des Bouches-du-Rhône, qui, comme chacun sait, est une collectivité territoriale de premier rang qui met l'accent sur des politiques publiques telles que l'éducation, la solidarité et, à l'échelle de son périmètre d'action, l'aménagement du territoire. Et ces dernières années, notamment sous votre impulsion, Vincent, le département a engagé une transformation profonde de sa gestion immobilière avec la volonté de à la fois structurer ses démarches, intégrer les enjeux environnementaux et adapter les bâtiments aux nouveaux usages, également thématiques que nous aurons l'occasion d'aborder ensemble. Merci encore à tous les deux. On va se permettre une petite introduction d'une dizaine de minutes et puis bien sûr vous laisser présenter vos approches et vos projets, puisque c'est quand même pour ça, j'en suis sûr, que nos participants du jour
nous font l'amabilité de se connecter. Un tout petit mot d'intro et d'auto-promo si vous me le permettez. Ce webinaire fait notamment écho à une étude que nous avons réalisée avec Colliers autour de l'immobilier public, publiée il y a quelques semaines maintenant, l'immobilier public, la grande métamorphose. Si vous ne l'avez pas déjà retirée, elle est disponible sur nos sites internet respectifs et sur nos profils LinkedIn. Vous y retrouverez des analyses d'experts, des cas clients, parmi lesquels sont présents aujourd'hui, et des enseignements clés autour des grands enjeux de l'immobilier public. Et on tente, comme l'a dit Michel en introduction, de répondre à ce qui arrive aujourd'hui à l'immobilier public. Est-ce qu'on parle d'une révolution qui est à venir, voire qui est déjà en cours, ou plutôt d'une évolution progressive? Voilà, c'est une étude disponible sur tous les réseaux et nos sites internet. Je vous propose qu'on rentre directement sur la première thématique de l'étude, la transition écologique, avec toi, Michel. Merci Clément. Alors bien évidemment, rassurez-vous, le but du jeu ne sera pas de paraphraser notre étude pendant les 10 minutes qui viennent, c'est juste de reprendre les thèmes que vous retrouverez pendant les récits de Bernadette et de Vincent. Donc le premier thème sur lequel il nous a paru intéressant de se poser justement cette question de révolution ou d'évolution, sans grande surprise, mais de façon un peu plus poussée peut-être que ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est sur la transition écologique. En termes de contexte, que dire? La transition écologique, d'une part, ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi le carbone, c'est aussi la résilience. Mais pourquoi? L'immobilier public, 76% de l'énergie des collectivités, voilà, vous le voyez à l'écran, est consommée par les bâtiments. Donc forcément, si on veut limiter l'énergie, le principal levier, c'est l'immobilier. Donc du coup, on est très concerné. Par ailleurs, on est largement touché dans l'immobilier par la réglementation qui fait qu'entre le décret Bax ou le décret tertiaire, il va falloir être exemplaire. Enfin, et ça je pense que c'est un point important, notamment pour tout ce qui est des collectivités, on a, je pense, fini l'époque des maires ou des présidents de conseils généraux ou des présidents de conseils régionaux qui montraient leur existence par la construction de bâtiments pharaoniques. Et maintenant, on est dans la gestion de cet héritage, ce qui a des vertus en termes de carbone, mais du coup est un enjeu de devenir. Donc ces trois points nous ont dit que le point de la transition énergétique était vraiment un point d'évolution. Je retiendrai un point, c'est que le secteur public, même si en ce moment les budgets sont compliqués, mais se doit d'être exemplaire, pour développer des foncières, et deux, puisque si les règles sont données par l'État, si le secteur public n'est pas le premier à l'afficher, le secteur privé aura du mal à suivre. À titre d'exemple, on a été très très contents, nous, d'accompagner la DRIEAT. Donc dans DRIEAT, on a eux comme environnement à Paris. C'est sûr que quand ils ont voulu restructurer lourdement leur siège à Paris du 15e arrondissement, il était hors de question de ne pas être exemplaire. Autre thématique très rapidement là sur la page sur laquelle moi j'aimerais peut-être mettre le doigt, c'est le lien entre performance environnementale et QVT. La QVT, c'est devenu un des critères majeurs de recrutement et de rétention des talents dans les organisations. On aura l'occasion d'en reparler. Et la performance environnementale n'est pas incompatible, bien au contraire, avec la QVT. Elle en est probablement l'un des leviers. Aujourd'hui, tous les projets que l'on a la chance d'accompagner ne sont réussis que s'ils intègrent à la fois les objectifs écologiques de manière ambitieuse, mais également le confort des usagers, confort qui est d'autant plus important depuis évidemment la crise sanitaire. Et je le disais, la dimension écologique et sobriété d'une organisation, et notamment de son immobilier, reste l'un des critères très importants de l'attractivité des talents et dans le choix des candidats à une offre d'emploi. Si je bascule sur le deuxième thème qui a été le nôtre et qu'on a regardé, et je viens un petit peu d'en parler, c'est les ressources humaines.
ou comment recentrer les projets immobiliers, la transformation immobilière autour de l'humain. Très concrètement, quand j'ai commencé ma carrière il y a une quinzaine d'années, je voyais beaucoup les directions immobilières qui étaient en train d'être logées progressivement dans des directions ressources humaines parce que l'immobilier avait devant lui des grands programmes de transformation. Aujourd'hui, et depuis peut-être 4-5 ans, je vois un peu un chemin inverse où les directions de patrimoine, les directions de l'immobilier, les directions de l'environnement de travail sont rapatriées soit dans des secrétariats généraux, soit dans des directions financières, alors même que ces transformations sont encore devant nous. On va en parler, on va continuer d'en parler. Et donc, il ne faut pas oublier la DRH dans les projets dont on parle. Parmi les sous-thématiques que vous voyez à l'écran et qui sont notamment creusées dans notre étude, je retiendrai en fait la dernière, là, pour ma part, qui est à l'écran, celle comme quoi la transition immobilière doit accompagner l'évolution des modes de travail. Un projet immobilier, ce n'est pas un projet pour faire de l'immobilier. L'immobilier, ça vient supporter une évolution d'organisation et notamment une évolution des modes de travail, d'où l'importance d'intégrer la DRH dans l'ensemble des projets. Aujourd'hui, 100% des réflexions immobilières que l'on mène avec nos clients publics, que ce soit bien sûr les projets de regroupement, d'aménagement, de déménagement, mais aussi les chartes d'aménagement et même les schémas directeurs immobiliers dont on aura l'occasion d'en parler, de manière très amont, intègrent les nouveaux usages de travail et même les nouveaux enjeux de déséquilibre vie pro, vie perso dont on parle beaucoup, d'où l'importance d'associer la transformation de l'immobilier avec l'évolution des usages. Pour ma part, et tu faisais état, Clément, de tes 15 ans d'expérience, de même, je commence à les accumuler aussi. Moi, ce qui vraiment me marque en ce moment, c'est le développement depuis quelques années et très porté, sans doute par la façon de travailler par le secteur public, de la co-construction. Bernadette, je sais que vous en parlerez beaucoup puisque c'est un point important dans votre organisme paritaire. Mais effectivement, on voit que la réussite d'un projet immobilier, maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, où effectivement quelqu'un pouvait décider à peu près seul dans son coin, réside dans la bonne appropriation d'une co-construction intelligente. Bien évidemment, tout ne va pas être fait avec tout le monde. C'est consommateur de temps, c'est consommateur d'énergie. Néanmoins, il faut un juste équilibre pour impliquer à la fois dans les choix et aussi pour présenter les solutions. Des choses qui réussissent, par exemple, quand il y a un transfert de bâtiment, c'est des visites. Faire des REX pour modifier. On n'est plus dans un immobilier statique, on peut faire évoluer en fonction des REX. Donc voilà, donc moi vraiment sur ce point immobilier RH, la grande évolution, et je parle d'évolution, c'est l'implication plus forte de ceux qui vont utiliser les lieux in fine. Donc voilà, donc on a évoqué ces deux premiers points, donc la transition écologique, les ressources humaines. Je pense qu'un grand point, et on l'a un peu touché du doigt tout à l'heure en parlant des maires bâtisseurs, c'est la mutation du parc. Un point qui nous a paru très important en faisant cette étude, c'est que un bien immobilier n'est plus donné une fois pour toutes ad vitam aeternam. Donc il y a tout un cheminement qui est porté par les schémas directeurs, tu l'as dit tout à l'heure Clément, sur la rationalisation, la valorisation, la transformation du parc. Aujourd'hui, si on ne prend que l'État, les données sont plus faciles à accumuler puisque la DIE fait ce diagnostic. On a plus de 200 000 bâtiments, plus de 96 millions de mètres carrés. Tout ne va pas rester. Donc on va avoir soit des transformations, et il y a tout un travail d'étude, de transformation, pour adapter aux usages, pour changer d'usage, et aussi des cessions, etc. Et ça, c'est un point important. Et ça, je pense qu'on est qu'aux prémices de ce sujet-là. On passe dans une ère où on peut envisager, et on doit envisager, qu'un immeuble change d'usage petit à petit au cours de sa vie. On ne démolit plus pour reconstruire, ça consomme du carbone, ça consomme de l'énergie, et donc on essaye plutôt soit de faire avec l'existant, soit de transformer l'existant. L'exemple le plus frappant, c'est la diminution des surfaces. Aujourd'hui, il y a une volonté de diminuer les surfaces. L'État donne des règles pour ce qui le concerne, mais tout le monde fait cette économie,
Ce qui a des impacts d'ailleurs sur la transition écologique et énergétique. Vous avez moins de surface, vous consommez moins. Mais un immeuble créé dans les années 70, par exemple, n'est pas facilement adapté à des surfaces réduites. Donc il y a une transformation à avoir. C'est autant d'opportunités de recettes foncières, c'est autant d'opportunités de changer de façon de travailler, mais c'est un nouveau paradigme. Autre point important sur lequel j'aimerais mettre la lumière, et je prêche un peu pour ma paroisse parce que c'est une grosse part de l'activité que je pilote chez Bearing Point, c'est bien sûr la réalisation des schémas directeurs immobiliers ou des SPSI auxquels certains d'entre vous sont certainement soumis, mais qui peuvent être tout à fait complétés par des schémas directeurs immobiliers et même d'aménagement. Le schéma directeur aujourd'hui, c'est l'outil stratégique de patrimoine, j'allais dire consacré dans toutes les organisations, en ce sens où on n'est plus sur une étude uniquement stratégique et très amont qui bâtit une trajectoire sans vraiment s'occuper de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, le schéma directeur, il intègre bien sûr les enjeux de patrimoine, mais également les enjeux RH, les enjeux écologiques, les enjeux financiers. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est un outil complètement transversal à l'organisation, à destination in fine de la direction générale pour éclairer ses décisions. La réalisation d'un schéma directeur immobilier et parfois même couplé à la mise en place d'un outil de suivi de la trajectoire que ce schéma directeur définit, ça permet d'en faire un outil aussi de pilotage de la transformation immobilière dans le temps. Dernière thématique que l'on souhaitait aborder avec vous ce matin en introduction, c'est la complexité du parc immobilier et la complexité aussi, j'allais dire, des montages qui sont en face de nous. Bien sûr, l'écosystème est complexe, les cycles politiques sont devenus quasiment indéfinissables en ce moment et on n'est pas capable de savoir qui nous gouvernera demain et qui sera la tutelle de vos différents organismes. On est bien sûr face à des contraintes budgétaires très fortes en ce moment, vous les premiers, des réglementations écologiques, Michel en a parlé, qui sont très fortes et qui évoluent sans arrêt, et puis bien sûr des attentes des agents publics et des usagers tout simplement et des citoyens qui continuent d'évoluer. Donc cet écosystème complexe, il nécessite une certaine agilité et un certain niveau d'innovation pour essayer d'aligner le temps immobilier qui est très long avec le temps politique qui est parfois très court, et ça peut nécessiter des montages nouveaux, des montages innovants, mais des montages complexes. On l'a vécu nous avec le grand port maritime de Marseille, Marseille-Fos, là que vous avez à l'écran, dont on a accompagné le montage de son projet de partenariat pour la démolition-reconstruction de son siège récemment, et qui a nécessité effectivement la mise en place d'une gouvernance très équilibrée et très soignée. C'est le troisième thème que vous avez ici à l'écran. Ça permet de surmonter les obstacles, et je dirais même que plus un montage est complexe, donc on va parler en ce moment de marchés globaux de performance, on va parler de marchés de partenariat dont je viens de parler pour le port de Marseille à l'instant, plus la gouvernance doit être équilibrée entre décisions au plus haut niveau pour créer un effet cliquet sur les choses qui sont ancrées, co-construction avec les futurs usagers, le client du projet, c'est bien l'usager de demain, et puis bien sûr parfois arriver à gérer le portage politique dans les PPP, dans des grandes collectivités, vous devez connaître ça Vincent, dans vos projets, c'est aussi un point très important. Et pour finir, je vois le temps passer, je vais aller vite, je vais aussi prêcher pour notre paroisse. Autant Clément, tu dis que la gouvernance est un facteur clé de réussite pour ces projets complexes. J'ai l'humilité de croire que l'accompagnement peut aussi être décisif. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de structures, dont les nôtres, qui sont prêts à ajouter de la capacité pour vous aider à développer ce genre de projets qui sortent un peu de l'ordinaire et avec des personnes qui peuvent compléter vos équipes, qui sont souvent prises par beaucoup de projets en parallèle. Il est 9h20, merci de nous avoir écoutés et assez parlé de nous et de notre étude. Laissons la parole à nos deux acteurs et grands témoins du jour. Je vais peut-être vous demander pour démarrer, et merci encore Bernadette et merci Vincent d'être là, pour commencer, juste nous présenter rapidement votre patrimoine et ses grandes spécificités. Peut-être vous Vincent pour démarrer. Oui, bonjour à toutes et toutes. Merci à Michel et Clément pour cette invitation.
Avant de peut-être présenter le patrimoine du département, un petit mot justement sur le département des Bouches-du-Rhône. Donc Clément l'a rappelé, hein, c'est une collectivité de premier rang, hein, c'est 119 communes, c'est à peu près 2 millions d'habitants sur son territoire et on accueille évidemment une des plus grandes villes de France avec Marseille. Donc c'est un territoire complexe dans sa forme et dans ses caractéristiques. Donc le département des Bouches-du-Rhône, donc c'est principalement trois compétences obligatoires majeures: l'éducation, la solidarité et les routes et ports départementaux. Donc le patrimoine du département, c'est environ 1300 bâtiments, dont 132 collèges, qui représentent 1,6 million de mètres carrés. Alors on est loin des 90 et quelques millions de mètres carrés de l'État, mais ça fait déjà pas mal. On a 1 million de mètres carrés qui représentent nos collèges. Et on a un patrimoine très hétéroclite dans sa forme, dans son état et dans son statut juridique. Donc, dans sa forme, on a de tout. On a des grandes et des petites structures, des IGH, des ERP. On passe de la bergerie à l'hôtel du département qui représente 90 000 mètres carrés, en passant par des musées et évidemment des collèges. Un patrimoine hétéroclite dans son état également, puisqu'on gère un patrimoine parfois en ruine et parfois livré en 2025, donc ça ramène de la complexité. Et un patrimoine hétéroclite dans ses statuts, on est propriétaire, on est copropriétaire, locataire, on est mis à disposition, donc on a vraiment toutes les formes juridiques. Que dire de plus au niveau des coûts de fonctionnement, on a un coût de fonctionnement d'exploitation annuel d'environ 120 millions d'euros, dont 20 à 25 millions d'euros de fluide par an en fonction des années, en fonction des crises successives. Et on a un investissement direct, tout confondu, d'environ 250 millions d'euros par an. Donc, c'est bâtiments, routes et éducation. Et voilà, on a à peu près 300 personnes pour gérer ce patrimoine, réparties dans trois directions: une direction de maîtrise d'ouvrage, une direction maintenance et ma direction qui est plutôt tournée vers la gestion du patrimoine et les études amont. Merci Vincent. Bernadette, je vous laisse présenter également votre parc et ses spécificités. Oui, bonjour à tous. Uniformation, vous l'avez présenté, est un opérateur de compétences, mais c'est une structure, donc nous sommes une association, nous avons 450 collaborateurs et donc nous sommes finalement une PME. Aujourd'hui, notre parc immobilier est de 9000 m², principalement composé de notre siège social qui est situé dans le 12e arrondissement de Paris et qui fait 6500 m². C'est celui-ci sur lequel le projet de rénovation est en cours. Et sinon, nous avons des délégations régionales situées dans l'ensemble des grandes métropoles. Et nous sommes aussi situés sur les territoires ultramarins. Et donc, nous sommes principalement dans des surfaces beaucoup plus petites, vous en doutez, puisqu'on est entre 200 et 500 m², principalement dans des copropriétés. Donc, nous gérons un parc vraiment beaucoup plus petit, bien évidemment. Et notre enjeu, on y reviendra tout à l'heure, est sur notre siège social dont nous avons un projet de rénovation. Voilà Merci pour la beaucoup. présentation. Merci beaucoup pour ces présentations. Vincent, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant et la taille et la diversité du parc que vous pilotez. Parmi les enjeux qu'on a évoqués là tout à l'heure, quels sont ceux qui résonnent le plus de votre point de vue pour l'immobilier du CD13 aujourd'hui? Alors évidemment, un peu tous les enjeux que vous avez pu évoquer. Je dirais en particulier la complexité de pilotage de ce patrimoine. Euh, D'abord par une gouvernance qui est mouvante. Aujourd'hui, on voit bien l'incertitude politique à laquelle on fait face, plus une période électorale 2026, 2027 et 2028 pour les départements. Donc on est vraiment dans une période difficile avec des réorientations politiques constantes. Donc je dirais on a vraiment un sujet à ce niveau-là. Un deuxième point sur la complexité de pilotage, je dirais, c'est pour
concernant le département, c'est vraiment le volume du parc. Alors on a 3 directions qui gèrent ce patrimoine, mais on a un gros volume à gérer avec pas mal de frontières entre directions qui peuvent amener des frottements et des frictions. Et je dirais, on pourra y revenir avec le schéma directeur immobilier, des directions opérationnelles dont le besoin est en constante évolution. Et donc alors il faut adapter le temps politique au temps de l'immobilier, mais il faut aussi adapter le temps des besoins des directions opérationnel au temps immobilier, et ça, c'est pas évident. Et puis, il y a un troisième point qui est évidemment les contraintes budgétaires nouvelles ou constantes auxquelles font face les collectivités territoriales qui nous amènent à réfléchir la fonction immobilière différemment. Ça nous amène évidemment à un deuxième enjeu pour nous qui est la transition écologique et environnementale du parc. Donc je passe les contraintes réglementaires avec le décret tertiaire, le décret BAX, auxquels on ne peut pas s'échapper. Mais ces contraintes budgétaires donc, nous amènent vraiment à penser le parc différemment, à rationaliser les ressources, principalement financières. Et donc, on a la nécessité d'avoir un parc plus sobre et plus efficient. Et donc, en deuxième lame, de repenser les usages et les modes de travail. Et donc, ça me permet de passer la parole à Bernadette. Oui, donc sur les enjeux, notre conseil d'administration a fait un choix qui est d'atteindre les objectifs du décret écotertiaire, donc l'objectif 2050 dès 2030. Donc, ce qui veut dire que l'on se met en situation par les travaux que nous allons faire sur notre siège social de réduire donc de 60% les consommations d'énergie sur notre patrimoine et principalement sur notre établissement du siège. Donc ça, c'est un objectif fort, puisque ils ont des coûts considérables en termes de rénovation de ce patrimoine. Et donc, ça va avoir des travaux qui vont durer plus de 2 ans, un siège qui va être immobilisé pendant ce temps-là. Mais ça a été un choix et aussi, je dirais, de mobiliser sur une période, mais de ne pas avoir à refaire des travaux d'ici 2050. Donc, c'est un choix financier important. Le deuxième, c'est un objectif en matière de ressources humaines et d'occupation aussi, de la manière d'occuper nos locaux. C'est vrai qu'avec le télétravail, mais d'autres modes d'évolution, on ne s'était jamais, dans les années passées, posé la question de la manière dont on occupait notre bâtiment, dont on utilisait. C'est-à-dire qu'on reproduisait des modes de fonctionnement qui étaient assez figés, beaucoup de bureaux individuels, peu d'espaces collectifs, peu d'espaces collaboratifs, peu d'espaces de convivialité. Et donc là, ça nous a permis, tout ce qu'on vient de faire, nous a permis vraiment de repenser notre mode de travail, de se projeter sur une évolution de notre manière d'occuper les locaux et de travailler dans ces locaux. Donc il y a un aspect ressources humaines et il y a un aspect également pour la manière dont on gère le bâtiment également. Donc voilà, ce sont les deux enjeux, donc ressources humaines, évolution des modes d'occupation des locaux et puis un engagement fort en matière de réduction de notre consommation énergétique. Très bien, merci beaucoup pour ces introductions. Et du coup, je vous propose de rentrer dans le détail de vos initiatives et les retours d'expérience des projets que vous avez menés. Vincent, je commence par vous. Vous avez donc initié un schéma directeur immobilier à l'échelle du département des Bouches-du-Rhône. Quels étaient ou quels sont d'ailleurs toujours les objectifs que vous visiez à travers cette démarche ? Alors effectivement, on a lancé un schéma directeur immobilier en 2022 avec une genèse un peu particulière sur le projet, puisqu'en fait le sujet émerge suite à un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui en 2019 pointe le manque de connaissances, ou en tout cas certaines lacunes sur la connaissance de notre patrimoine immobilier. Et donc, en 2021, on a un changement de gouvernance avec un nouveau directeur général adjoint de l'équipement du territoire qui va prendre en charge
ce sujet et va lancer le schéma directeur immobilier. Donc initialement, c'est plutôt une volonté de répondre à une observation de la CRC plutôt qu'une véritable conviction collective, hein, technique ou politique. Et c'est d'éviter de se faire taper sur les doigts au prochain contrôle. Euh, Néanmoins, la démarche a été prise au sérieux par les équipes du département et donc on s'est vraiment structuré autour de ce schéma directeur immobilier porté par Bearing Point pour mieux connaître notre patrimoine. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu majeur, constituer une base de données patrimoniale de référence. Et, euh, et ensuite, l'enjeu secondaire, c'était de disposer d'une vision stratégique de notre patrimoine avec des interventions patrimoniales séquencées et structurées autour d'objectifs, autour de cibles, autour d'indicateurs cibles. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'objectif secondaire. Et ça reste aujourd'hui les deux objectifs principaux, mieux connaître notre patrimoine. On appuie sur un bouton, on sait où on en est et on sait également quelle trajectoire il doit poursuivre pour atteindre des objectifs qui ont été fixés, notamment à travers la politique immobilière définie dans le cadre du schéma directeur immobilier. Très clair. Et du coup, comment, autour de cette démarche à l'échelle du département, vous avez mobilisé les équipes internes et les directions, notamment métiers, et quels ont été les leviers qui ont permis d'obtenir l'adhésion de ces parties prenantes? C'est vraiment une clé de la réussite d'un projet tel que le schéma directeur immobilier. Nous, on a eu la chance que le sujet soit porté au niveau de la direction générale adjointe, donc avec un certain niveau de portage, ce qui a permis de faciliter l'adhésion des autres directions générales et des directions opérationnelles. Donc, on a eu une gouvernance, somme toute, assez classique autour d'un comité de pilotage régulier, trimestriel, des comités de suivi hebdomadaires avec une équipe restreinte, une équipe projet restreinte, et des comités thématiques avec les directions opérationnelles. Donc, puisqu'on a structuré notre schéma directeur immobilier en fonction des politiques publiques du département. Donc, on a un schéma directeur immobilier solidarité, un schéma directeur immobilier éducation, un schéma directeur immobilier route, etc. Donc, on avait des comités techniques qui permettaient un échange régulier avec les directions opérationnelles. Je pense que le levier majeur qui a permis l'adhésion de tout le monde, c'est qu'avant de lancer cette démarche, chaque direction opérationnelle a identifié un référent qui s'est tenu de participer à chaque comité technique et qui a été largement mobilisé par les équipes de Bearing Point pour la remontée d'informations. Donc, on a eu une très forte mobilisation. C'est un peu la clé de la réussite de ce schéma directeur. Merci, et ça rejoint effectivement l'enjeu de gouvernance que j'évoquais tout à l'heure et que vous avez très finement structuré. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, au moins autant que moi, c'est quels ont été les résultats concrets que vous avez obtenus avec ce schéma directeur. Alors j'imagine que vous ne les avez pas encore tous mesurés puisque la démarche est lancée depuis 2022 et que c'est des exercices souvent long terme. Néanmoins, vous pouvez peut-être déjà en citer quelques-uns que vous avez déjà obtenus. Bien sûr. Donc effectivement, en fait, la démarche de schéma directeur immobilier, c'est une démarche de long terme. Elle se finit peut-être jamais. Mais effectivement, Bearing Point nous a livré le schéma directeur début 2024 et on a souhaité tout de suite engager la suite. Donc, premièrement, déjà, on a répondu à l'observation de la CRC, donc ça, c'est un point positif, avec une meilleure connaissance de notre patrimoine, ce qui a permis de. En fait, la démarche, elle a permis de structurer toute la fonction immobilière au sein de notre direction générale adjointe, un peu à l'image de travaux embarqués. Quand on commence à faire des travaux dans un bâtiment, on embarque un certain nombre de travaux adjacents. Là, ça a permis de créer une dynamique autour de ce sujet-là et d'embarquer un certain nombre d'autres sujets. Et on a pu constituer une base de données patrimoniales solide
qui nous permet aujourd'hui d'envisager autre chose. Donc, je parlais de travaux embarqués. Donc, on a, à la suite du schéma directeur immobilier, engagé une feuille de route de l'immobilier durable qui a permis de mettre en exergue un certain nombre de sujets en interne et en externe sur notre patrimoine immobilier. On a lancé un groupe de travail sur le décret tertiaire et le décret BAC, ce qui nous permet d'avancer sur ce sujet-là. On a lancé également une démarche ISO 50001, une étude avec le CRMA sur la surchauffe de nos bâtiments. Donc, on s'appuie sur la démarche de schéma directeur immobilier pour lancer d'autres sujets. Et c'est vraiment un vecteur de mobilisation des équipes. Merci beaucoup Vincent pour ce retour d'expérience. Maintenant, je vais m'adresser à vous, Bernadette. On est sur quelque chose de complètement différent puisque vous nous l'avez déjà expliqué. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est vraiment la rénovation, la restructuration même de votre siège. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer à notre auditoire ce qui a mené à l'étude de faisabilité, à la décision, puisque je pense que c'est un enjeu important pour ceux qui nous écoutent, c'est comment on prend la décision. Et puis après, on pourra détailler un peu comment ça s'est déroulé. Mais voilà, quelle est la genèse, comment tout ça a démarré? Alors, Uniformation, donc nous sommes propriétaires de ce siège depuis 1995. C'était un bâtiment qui avait été rénové dans les années 1980 et on n'a pas fait de travaux très structurants depuis. En 2014, nous avons fait une première étude qui a montré qu'il y avait un besoin de rénovation énergétique sur ce bâtiment, mais ça n'a pas été, il y a 10 ans, un enjeu. Donc la décision a été de faire quelques travaux plutôt de rénovation assez simples, mais de ne pas du tout engager de travaux structurants. Arrive le décret écotertiaire et on fait une analyse de l'ensemble de nos biens. Et il s'avère qu'on comprend que nous n'atteindrons pas les objectifs 2030 en faisant uniquement une optimisation de notre consommation quotidienne, etc. Et donc là apparaît le besoin, en effet, de faire des travaux plus importants. Donc, si vous voulez, c'est relativement récent. Donc, on va faire une première étude pour analyser les besoins de travaux, tant sur les aspects énergétiques, sur les aspects de vétusté du bâtiment et d'occupation du bâtiment. On va faire une sorte de première analyse en se posant aussi la question de savoir est-ce qu'on conserve notre siège social, donc situé dans le 12e arrondissement, en le rénovant, ou bien est-ce que nous allons peut-être revendre ce bien et aller louer ou acheter ailleurs. Et finalement, il va y avoir une première décision de notre conseil d'administration qui va être de dire nous restons donc dans ce bâtiment et nous allons le rénover. Donc ça s'est fait sur une analyse. Il y a une décision, puisque comme vous l'avez compris, organisme paritaire, toutes les décisions importantes sont prises par nos administrateurs dans le cadre du conseil d'administration. Et donc, c'est là que ça qui a été l'élément, la première étape du projet, valider que nous restions dans le 12e et engager des études ultérieures. Et c'est à ce moment-là que nous avons choisi de nous faire accompagner par une maîtrise d'ouvrage et choisi ensuite Colliers par le montage du GAP. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a des travaux à proximité, donc je ne sais pas si vous entendez les travaux C'est derrière moi. parfait. Mais voilà. Voilà comment nous en sommes arrivés à travailler avec Colliers. Donc c'est là qu'on illustre que c'est une évolution, parce que ça a commencé quand même en 2014, et qu'on voit la complexité du choix, de la mutation, etc. Et maintenant, donc on a compris que tout n'était pas fini. Peut-être nous dire voilà, où vous en êtes et les points clés, les points qui peuvent aider d'autres à vous imiter ou à gérer leur projet. Oui, tout à l'heure, on a présenté une formation, 450 collaborateurs. J'ai une équipe logistique avec 3 personnes. Donc, vous comprenez que nous n'avons pas l'habitude du tout de mener ce type de projet. Ce sera sûrement l'unique projet que nous mènerons.
du fait de la composition de notre patrimoine. Et donc, il était nécessaire de se faire accompagner par une maîtrise d'ouvrage. L'opportunité de l'UGAP et du montage UGAP Colliers était intéressant parce que ça permettait aussi d'éviter d'avoir à faire un appel d'offres pour choisir une assistance maîtrise d'ouvrage. Et donc, on a commencé à travailler avec Colliers sur plusieurs aspects. Donc, vous avez vu, on était sur un projet assez macro. Et donc, on a voulu faire un diagnostic et un cadrage initial pour faire de nouveau valider par notre conseil d'administration le projet. Et donc là, il y a eu deux aspects avec des équipes différentes de Colliers, mais dans la même temporalité. Une partie plutôt technique. Donc, on a fait faire un diagnostic énergétique également avec un prestataire proposé par l'UGAP. On a fait faire également voilà, on a fait intervenir également un géomètre. Et puis, Colliers est intervenu pour la partie technique, pour mettre, je dirais, en chiffrage, en projection, l'ensemble des travaux techniques, tant sur la partie énergétique que sur la partie vétusté du bâtiment. Et ensuite, nous avons fait, comme je vous le disais, une réflexion sur la partie fonctionnelle, sur les principes d'aménagement. Donc là, ça a été beaucoup plus collaboratif, puisqu'on a, Colliers a animé des réunions avec des collaborateurs. On a eu 3-4 réunions avec le comité exécutif, où on nous a fait visiter aussi alors les locaux de Colliers à Levallois, mais aussi les locaux d'un de vos clients à la Défense, pour voir et pour qu'on puisse se projeter aussi sur des manières de travailler, des manières de fonctionner. C'est vrai que nous étions les uns les autres dans notre propre fonctionnement, et ça a permis de se projeter. J'ai trouvé ça intéressant. Et donc, pour les uns les autres, de voir qu'on pouvait fonctionner différemment avec d'autres usages. Et donc là, ça a été voilà, une partie fonctionnelle. Tout ça a permis d'avoir un projet qui a été présenté à notre conseil d'administration. On a fait une consultation de notre CSE en amont. On a eu un avis favorable, ce qui est assez rare chez nous. Et donc, on en est content. Et donc, le conseil d'administration a pris la décision, donc a confirmé la décision sur une enveloppe budgétaire d'engager les travaux. Donc là, on est en 2024. Décision du conseil d'administration fin 2024. Et donc, on va poursuivre donc les travaux, puisque dans l'analyse que fait Colliers, il apparaît qu'il y a quelques travaux qu'il faut prioriser en matière de sécurité. Donc, on va identifier ces travaux, on va les faire réaliser, mais c'était relativement mineur. Hein. Il n'y avait rien de structurant, mais pour autant, ça a été fait dès à présent. Et on va entamer une autre phase également avec Colliers. Donc, sur les principes d'aménagement, ça avait été vraiment dans les grandes lignes, c'était très macro. Et là, on a fait une autre étape. Donc, on a réinterrogé l'ensemble des directions d'uniformation sur leurs usages, sur leurs effectifs, sur les proximités nécessaires entre services, entre directions, voilà, pour définir les besoins de surface, pour définir la manière dont on allait occuper le bâtiment. Et je dirais que c'est là où ça commence à devenir plus concret, puisque les uns les autres, on va savoir maintenant où on sera, où les équipes seront installées. Donc là, ça commence à prendre forme en termes de projet. Et donc, ça a permis de réaliser un macro-zoning, puis un micro-zoning. Et donc, on a fait une information de consultation de notre CSE au moment du micro-zoning. Nous avons eu un deuxième avis favorable. Donc là, c'est pour l'instant, ce sont des étapes nécessaires et importantes, puisque c'est là où on associe également les représentants du personnel. On a associé les collaborateurs, on a associé l'encadrement, mais les étapes avec les représentants du personnel sont primordiales. Et donc, on a eu un avis favorable sur le micro-zoning. Et on a fait aussi un mood board d'ambiance. Alors là, ça prend un schéma voilà, plus d'aménagement d'intérieur, et c'était aussi une phase intéressante. Donc ça, c'est terminé. Ça s'est terminé en juillet 2025. Et actuellement, nous sommes dans une phase aussi accompagnée par Colliers, donc de choix
et d'appel d'offres. Donc, Colliers intervient pour réaliser l'appel d'offres sur la maîtrise d'œuvre qui interviendra en 2026. Donc. Et vous voyez, on a eu 101 réponses à notre appel d'offres. Donc, on est assez surpris du résultat de cet appel d'offres. Donc, je crois qu'on a dépouillé, on le sait depuis hier, et donc l'analyse des offres va se faire. Et donc, c'est Colliers qui est chargé de l'analyse des offres sur cette maîtrise d'œuvre qui devrait être sélectionnée pour début 2026, entamer ses études pour des travaux qui devraient commencer courant 2027. Donc, vous voyez, c'est un projet qui s'inscrit sur la durée, pardon, et qui en est pour l'instant dans les phases d'études. Si je comprends bien, on a eu d'abord une initiative qui était purement environnementale. Maintenant, on est passé sur un projet qui concerne l'aménagement, le mode de travail. Vous nous avez mis en lumière toute l'importance de la co-construction et du travail avec les représentations du personnel. Peut-être là, on a compris que vous partiez sur un gros projet de longue haleine. Donc j'imagine je sais que l'immeuble va être complètement vidé. Peut-être expliquez-nous ce que vous imaginez comme phase transitoire. Oui, alors, notre conseil d'administration, on avait fait une présentation d'un projet avec les modalités d'organisation des travaux et les conséquences en termes de coûts et également de confort des occupants. Donc, on a un conseil d'administration qui a fait le choix financier et budgétaire de faire des travaux en site inoccupé. Donc, il y a 250 collaborateurs. Et donc, la question de la relocation sur des travaux qui vont durer entre 12 et 18 mois se pose. Donc, nous avons également fait appel à, une fois de plus, Colliers pour travailler sur les principes de relocation et donc de comment nous serons installés pendant la durée des travaux. Donc là, c'est une phase qui est en cours, qui a commencé en juillet dernier. Et donc, on travaille, on a de nouveau sollicité notre comité exécutif pour travailler autour des principes. Combien aurons-nous besoin de surface? Alors, bien évidemment, comme on sera en location, vous doutez bien que l'aspect coût est prépondérant. Et donc, on sera très certainement sous un principe d'occupation beaucoup plus restreint que ce sur lequel nous sommes actuellement et sur lequel nous serons dans les futurs aménagements de locaux. Donc, on a fait aussi un travail autour de l'accessibilité, c'est-à-dire de savoir où étaient localisés nos collaborateurs par rapport au siège. Donc, des choix importants de se dire on ne sera pas à plus de 10 minutes en moyenne de la localisation de notre siège actuel. On sera sur un coefficient entre 0,6 et 0,5 pour décliner un budget. Et là, il y aura de nouveau une phase de décisionnaire de notre conseil d'administration qui va se dérouler fin d'année. On va consulter le CSE également à ce niveau-là. Et c'est uniquement à partir du moment où cette phase sera terminée que l'on aura une décision. Là, on pourra engager la recherche de locaux. Mais là, on est vraiment plutôt sur la manière dont les grands principes de relocalisation de notre siège pendant cette durée de 2 ans. Merci beaucoup Bernadette. Comme quoi, même avec une équipe réduite, on voit qu'on peut mener des projets de transformation assez complexes. Merci à tous les deux pour ces retours d'expérience. Très rapidement, peut-être en conclusion et en un mot, parce qu'on a pris un peu de retard et pour laisser la part belle aux questions. Et n'hésitez pas à distance à publier vos questions. Vincent, je commence par vous. Si vous deviez partager une conviction en conclusion et en un mot ou un conseil aux acteurs publics qui engagent une transformation de leur patrimoine, ce serait lequel ? Oui, rapidement. Alors, la démarche de schéma directeur immobilier est très importante, mais ça ne doit pas être une fin en soi. En tout cas, le livrable rendu par le prestataire qui accompagne la collectivité ne doit pas être une fin en soi, puisque au moment où il est livré, il est quasiment déjà obsolète. Hein. C'est un peu comme une voiture, dès qu'on l'a achetée, elle a perdu 40% de sa valeur. Et si j'avais un conseil à donner sur ce sujet-là, c'est de bien s'organiser pour disposer d'une base de données patrimoniale
qu'on est en capacité de faire vivre, puisque c'est la clé de tout le reste. C'est vraiment la pierre angulaire de toutes les analyses qui peuvent en découler. Donc je dirais que si les collectivités et le secteur public devaient se concentrer sur quelque chose, c'est sur la connaissance de son patrimoine. Par exemple, nous, on a la chance d'avoir une direction qui s'occupe de faire le lien entre la direction informatique et notre direction métier. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup dans la construction de notre système d'information patrimoine. Bernadette, de la même façon, si en un mot, vous aviez un conseil ou un point d'attention à donner à nos auditeurs. Alors, comme vous l'avez compris, nous, le choix le plus important pour nous, c'était de se faire assister d'une assistance maîtrise d'ouvrage, puisque nous n'avons pas les ressources internes ni les compétences, nous ne sommes pas sachants. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans l'offre qui a été proposée, c'est d'avoir une pluridisciplinarité, mais une cohérence. C'est-à-dire que je n'ai pas X interlocuteurs, une continuité dans les interlocuteurs, donc c'est facilitant pour nous. Et de pouvoir, voilà, d'avoir un fil conducteur avec, on n'a pas besoin de réexpliquer le projet. L'ensemble des acteurs connaît le projet et on a des intervenants qui sont, voilà, qui se coordonnent déjà entre eux. Et puis bon, vous l'avez compris, j'ai une fibre RH associer sa direction, associer les collaborateurs, tenir compte de l'avis des représentants du personnel et ce qui est facilitant pour faire passer le message, pour associer les collaborateurs et faire vivre le projet. Alors pour l'instant, les collaborateurs d'Uniformation, tout ceci est encore abstrait pour eux, mais on communique, on va encore plus communiquer quand le projet deviendra concret. Et ça, pour moi, c'est vraiment prépondérant et indispensable à la réussite du projet. Et comme vous l'avez compris, le projet, pour moi, sera terminé en fin 2029. Donc, pour l'instant, il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes avant qu'on puisse parler de réussite de ce projet. Merci. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans l'atterrissage de ce projet. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ces retours d'expérience très précieux et très inspirants, je pense, pour nos participants. Et d'ailleurs, ces retours d'expérience ont amené quelques questions dans le chat. Je me permets d'en prendre une et peut-être vers vous, Vincent, mais Bernadette, vous pourrez bien sûr compléter. J'ai une question pour vous qui est dans le cadre de la stratégie, et merci Monsieur Cornu pour votre question, de valorisation et de modernisation du patrimoine immobilier public. Comment intégrez-vous la question des mobilités des agents et des usagers? Voyez-vous des leviers pour articuler politique immobilière et politique de déplacement, notamment pour réduire l'empreinte carbone et améliorer l'accessibilité des sites? Vaste sujet en 6 minutes 27 qui est le temps qui nous reste. Mais... Vaste sujet, je vais essayer d'être rapide et d'expliquer comment nous, on a approché cette question. Évidemment, chaque site est étudié finement dans le cadre du schéma directeur immobilier et la question des déplacements fait partie des données prises en compte. Alors, j'ai eu la chance aussi de faire le schéma directeur de la métropole Aix-Marseille-Provence, où c'était également un sujet important puisqu'on est sur un vaste territoire. Je dirais que ça ramène à une autre question, c'est la capacité, en tout cas pour les collectivités territoriales qui sont en charge de compétences spécifiques, c'est la capacité des politiques publiques d'établir leur stratégie de développement, leur maillage territorial spécifique et adapté à leurs usages et leur public. L'immobilier ne doit pas être le support de la politique publique, c'est la politique publique qui doit définir le maillage territorial et le besoin en immobilier. Et ça, c'est vraiment un enjeu clé pour les collectivités territoriales, parce que bien souvent, on attend de l'immobilier qui réponde avant même que la politique publique ait défini sa propre stratégie de développement. Et ça embarque tout, notamment les déplacements des usagers et des agents. Très clair, merci beaucoup. On a aussi une question pour Bernadette, Michel. Oui, alors Bernadette aurait pu répondre à cette question, mais je crois qu'elle l'a déjà fait en indiquant que, par exemple, tout ce qui était réflexion sur le siège temporaire
était faite en fonction du temps de transport, etc. Pour reparler de ce siège temporaire, nous avons une question effectivement où on nous demande le temps des travaux de rénovation. Est-ce que Uniformation a-t-elle la nécessité de louer des surfaces disponibles dans le patrimoine de l'État? Je pense que la réponse vient du statut d'Uniformation, mais Bernadette, je vous laisse répondre. Non, nous n'avons pas d'obligation en ce sens. Nous sommes soumis, nous ne sommes pas un opérateur de l'État, nous sommes agréés par l'État, donc nous n'avons pas les mêmes contraintes que les opérateurs ou que l'administration. Donc non, on devrait s'orienter vers le parc privé, probablement. Très bien. On a fait le tour des questions qui nous ont été posées et merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu. On voulait juste peut-être faire un petit rappel de nos activités dans le secteur public, notamment soutenues par un acteur très important pour la transformation des organisations publiques. Michel, je te laisse en dire un mot. Oui, et je pense que Bernadette l'a mentionné aussi. C'est vrai que, tu le disais, vous avez 2/3 d'activité dans le public, nous 1/3. Et une part de cette activité se fait avec l'UGAP, avec qui nous avons travaillé pour présenter l'étude dont nous avons parlé, qui nous permet effectivement de travailler dans des temps records avec tous les acteurs soumis à la commande publique. Donc nous sommes très contents d'avoir eu le soutien de l'UGAP dans la publication de cette étude. Exactement, et l'UGAP fait beaucoup pour la transformation, pas uniquement sur l'immobilier, mais notamment sur la transformation de l'immobilier. Il me reste peut-être la conclusion, tu avais introduit, je conclus. Merci encore Bernadette, merci encore Vincent pour vos témoignages. Merci à tous de vous être connectés. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter ce matin et que vous en prendrez au moins autant à lire l'étude dont Michel vient de reparler. Nous, on pense avoir répondu à la question patrimoine immobilier public, révolution imminente ou évolution progressive. C'est une conviction que l'on partage avec Michel et avec Colliers, qu'on est plutôt dans une évolution progressive. Ça donne l'impression, parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites pendant des années, qu'on est dans une révolution. Cette révolution doit s'ancrer dans la continuité pour devenir une évolution progressive. Le fameux préventif versus curatif à tous les niveaux de l'immobilier. J'espère que vous partagerez ces convictions et on sera ravis d'en reparler avec vous si vous le souhaitez. Vous trouverez ici nos coordonnées à Michel et moi-même. Merci encore et on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.